Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui l'apport que les mathématiques peuvent faire quand on parle de psychologie de la motivation. D'une part, la psychologie de la motivation, comme la physique, ont besoin d'outils pour nous aider à raisonner. Et avec ces outils, on va pouvoir trouver, déduire, appliquer. Et récemment, j'ai un élève qui, suite à la formule que j'ai trouvée et qui est qui est simplement que l'énergie est égale à la satisfaction fois le temps, a donné comme conséquence que cet élève m'a posé la question: si je vois des gens comme aujourd'hui qui sont un peu déprimés, un petit peu les bras ballants, un petit peu déçus, sans énergie, etc., un petit peu découragés, eh bien, cet élève me dit: dans ce cas-là, si j'applique votre formule, ils n'ont pas d'énergie. S'ils n'ont pas d'énergie, ça veut dire qu'ils n'ont pas de satisfaction. Et j'ai dit: oui, une personne qui n'a pas de satisfaction est découragée. Une personne qui est découragée n'a pas de satisfaction. Donc, la deuxième question, donc ça a été comme une révélation pour cet élève. J'applique une formule et je m'explique ce que je vois quand je regarde les autres, ou quand je me regarde moi-même, parce que quand je suis découragé, c'est que je n'ai plus de satisfaction. Automatiquement, le lien s'est fait. Et il s'est fait parce qu'il y avait une formule, et que la formule est tellement simple que c'est évident dans ce cas-là. Et comment faire pour sortir donc de ce manque d'énergie? Eh bien, d'une part, la première chose, c'est que la science va vous apporter forcément une solution, pas obligatoirement dans l'instant, mais une solution à terme, parce que la science continue d'avancer malgré nous dépasse, et on arrivera dans 10 ans, 20 ans, 1000 ans à trouver la solution. En mathématiques, il y a des problèmes qui ont été trouvés 1000 ans après, mais il y a toujours une solution. Donc la première chose, c'est qu'il y a un espoir. La deuxième chose, on fait une petite tâche, petite, accessible, écrire une lettre, téléphoner à quelqu'un où on n'a pas envie, etc. Faites l'effort. Juste un tout petit effort, parce qu'il y a une toute petite chose à faire. Dès que vous l'avez fait, vous obtenez une petite satisfaction. Si vous avez une petite satisfaction, vous sortez de votre découragement. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire beaucoup plus et retrouver une véritable joie de vivre. Alors, c'est dans ce sens que je voulais vous parler dans la première chose, la loi d'ambivalence. Alors, la loi d'ambivalence, c'est clair, c'est que à toute exaltation, on a une inhibition. E égale I, ça nous donne cette liaison qu'il y a entre toute exaltation, donne une inhibition. Et on va travailler dans un premier temps sur l'ensemble des catégories, c'est-à-dire vanité, accusation, sentimentalité et culpabilité. Et on connaît le cercle vicieux de la fausse motivation, c'est-à-dire on va tourner en boucle, en rond, à l'intérieur de ces justifications incessantes qui forment les catégories de notre coulpe vaniteuse. Alors, je vais revenir un petit peu après sur les problèmes de symétrie, mais on va le voir. Les trois formes d'ambivalence, dans un premier temps, les trois formes d'ambivalence. D'une part, la comparaison.
on se compare soit à une image de soi, soit on se compare aux autres. Et là, on a, vous voyez, cette symétrie entre soi et les autres. Et quand on prend deux concepts, on prend deux aspects d'un même concept, on va trouver que l'un des deux est supérieur et l'autre inférieur. Ça, c'est la comparaison. Je suis mieux que les autres ou je suis moins bien que les autres. Si je suis moins bien que les autres, c'est que les autres sont mieux que moi. Donc, vous voyez cette symétrie qui s'opère tout de suite dans la comparaison. Qui dit comparaison dit vanité. Parce qu'on ne peut pas comparer toutes les données d'un système vis-à-vis de toutes les données d'un autre système. D'une part, il y a trop de données. D'autre part, elles évoluent dans le temps. Donc, à un instant T donné, je suis mieux ou moins bien que les autres, ne veut rien dire. Dans un instant donné, déjà en tant que tel, ça veut rien dire. Alors, qui plus est, à un instant donné, ça réduit un petit peu, mais ça réduit un paramètre par rapport à des milliers de paramètres que nous avons. Donc, c'est pas ça qui va donner la solution. La deuxième forme d'ambivalence, c'est la polarisation donc de soi ou des autres, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. La troisième forme d'ambivalence, qui est la plus difficile, celle dont Diel a parlé, mais n'a pas suffisamment explicité l'importance, c'est la déformation que l'interprétation d'un côté et la projection de l'autre peuvent faire. On projette notre monde intérieur sur l'extérieur. Quand vous n'êtes pas bien, vous allez engueuler tout le monde. Bon. Vous allez crier, vous allez être furieux, vous allez... et quand quelqu'un vous parle, ce quelqu'un projette son monde intérieur et vous interprétez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je n'étais, je sais pas, je n'étais pas beau. Et vous avez entendu, il m'a dit que j'étais difforme. Vous avez interprété, vous avez changé les mots qu'il vous a dit. Et à partir de là, vous allez échafauder toute une théorie qui ne tiendra pas debout, parce que d'entrée de jeu, vous êtes parti d'un fait qui n'existait pas, donc vous n'avez pas été objectif. Et donc, tout va s'enchaîner. Vous avez une forme d'ambivalence due à la comparaison, une autre vis-à-vis de la polarisation, c'est-à-dire moi ou les autres, en troisième vis-à-vis de la projection ou d'interprétation. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ça fait 8 catégories, 8 possibilités, si vous voulez, de tomber dans l'erreur. Alors, chez Diel, vous avez le carré des 4 catégories, à savoir la vanité, l'accusation, sentimentalité et la culpabilité exaltée. Et nombre de gens d'analyser, en général ça marche, ça aide relativement bien à se sortir d'un cercle vicieux dans lequel on est, mais il y a bien des fois dans lesquelles ça ne marche pas. Alors quand ça ne marche pas, ça vient d'où? Quand vous réfléchissez, eh bien on a oublié une dimension. On était dans le carré, dans le plan, et en fait on devrait et on doit passer dans l'espace, c'est-à-dire on doit ce carré, la projection d'un carré, si vous prenez un cube, comme il y a sur la gauche la photo d'un cube, si vous l'aplatissez, si vous le regardez du dessus, vous allez l'aplatir et vous allez avoir à la place de la vanité deux formes de vanité qui vont se confondre, la vanité vexée et la vanité triomphante. Mais les deux sont une vexation. La vanité vexée, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que l'ambivalence d'une vanité triomphante. Je suis le meilleur. Vous êtes persuadé de ça,
vous êtes un étudiant et vous recevez votre note, et au lieu d'être le premier, vous êtes pas le dernier, mais vous êtes le troisième ou le quatrième. Vous êtes vexé. Vous attendiez à être le premier, vous êtes troisième, vous êtes vexé. C'était votre vanité triomphante de vouloir être le meilleur, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le meilleur. Vous obtenez une vanité vexée, mais cette vanité vexée vient bien du fait que vous aviez potentiellement une vanité triomphante. Parce que si vous aviez été le premier, vous l'auriez bien montré à tout le monde et vous seriez gargarisé du fait que vous avez été premier. De même, la culpabilité, l'accusation. Alors l'accusation, c'est intéressant parce que l'accusation se transforme en angoisse d'opinion. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que c'est une accusation? Oui, c'est une accusation parce que c'est, je me place je me mets dans la peau des autres et vis-à-vis d'eux, je vois que ils m'accusent de ne pas avoir été premier. Donc je deviens en angoisse si j'ai une mauvaise note, en angoisse d'opinion de ce que vont penser mes parents, mon professeur, mes camarades, et je m'accuse, entre guillemets, je m'accuse de ne pas avoir été le premier. Je voulais, intérieurement, je m'étais dit je serai le premier, je ne le suis pas, donc je m'accuse de ça, c'est l'angoisse d'opinion. L'angoisse d'opinion, Diel, pour l'avoir connue de très près, avait dit l'angoisse d'opinion, ce serait bien d'en faire une catégorie. Oui, c'en est une. Il y en avait 8. Il n'en avait vu que 4. Il avait vu les 8 entre guillemets, mais il n'en a formulé que 4. Vanité, accusation, sentimentalité et culpabilité exaltée. Mais en fait, il a bien senti que l'angoisse d'opinion, c'était une catégorie, et c'est une catégorie de l'accusation ambivalente, de l'accusation des autres. Au lieu d'accuser les autres, vous vous accusez vous-même. Voilà, c'est simple. À partir du moment où vous avez bien compris ce 2 fois 2 fois 2 qui fait 8, eh bien vous avez les 8 catégories. Et ces 8 catégories sont et marchent avec l'ambivalence. Je vous donne un exemple là de la base de la théorie des groupes de Galois, qui, vous avez son portrait sur la gauche, et vous avez un exemple théorique sur la droite. Et vous allez voir que on va pouvoir, avec un ensemble ABCD, 4 lettres, là j'ai un ensemble de 8 lettres, les 8 catégories dont je vous ai parlé, et avec des lois qui est la permutation soit des 2 rouges, soit des 2 gris, avec cette combinaison des permutations, on obtient bien, on tourne à l'intérieur de cet ensemble, et donc ça fait un groupe d'objets qui sont, et on ne peut pas sortir de ce groupe d'objets, parce que les seules lois qui sont, c'est l'interversion entre les deux. Je ne peux pas coller 2 rouges ensemble, je ne peux pas coller 2 gris ensemble. Donc je ne vais pas pouvoir sortir de ces 4 possibilités. Idem pour la photo d'Évariste Galois, je peux la flipper sur elle-même, la retourner sur elle-même et la retourner dans l'autre sens, soit verticalement, soit horizontalement. Et dans les 2 cas, je peux combiner ces 2 transformations dans tous les sens, je ne sortirai pas des 4 photos que vous avez là. Et bien là, les 8 catégories, eh bien, on ne pourra pas sortir de ces 8 catégories. Ça fait quand même, en combinaison possible, ça fait 40 320 combinaisons. Donc, vous voyez qu'avant d'avoir déroulé les 40 320 combinaisons, vous êtes bien bloqué, enfermé dans ce cercle vicieux qui renvoie d'une combinaison sur une autre combinaison, etc., etc., et on n'en sort pas. Et avec les 3 symétries LH, l'ambivalence horizontale, l'ambivalence diagonale, l'ambivalence verticale du cube.
Et donc, la vanité, la vexation, si je prends la vexation va se transformer en accusation des autres, ou bien elle va se transformer en prise en pitié de soi, ou bien elle va se transformer en culpabilité refoulée. Ça, c'est si j'étais dans le plan. Maintenant, si on est dans le cube, c'est plus compliqué. Il y a encore 4 autres possibilités. Donc 4 et 3, 7. Donc la vexation peut se transformer en 7 autres formes de catégories. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'en analysant toutes les possibilités, vous allez trouver d'où ça vient et d'où vient votre vexation. Et cette vexation va disparaître, parce que si vous rapprochez les deux pôles ambivalents, c'est comme le nord et le sud sur un aimant, il reste plus rien, ça disparaît, il n'y a plus d'attraction. C'est ça que je veux vous montrer, et c'est ça que les mathématiques vont me permettre de vous expliciter plus précisément, parce que là, je vais méthodiquement dire, voilà, la symétrie verticale, la symétrie horizontale, la symétrie diagonale vont vous donner ça, ça, ça. Donc, si vous l'appliquez, vous allez forcément tomber sur les deux pôles ambivalents. Tombant sur les deux pôles ambivalents, vous allez annuler votre tournage en rond dans lequel vous êtes enfermé, le cercle vicieux. Voilà pourquoi j'utilise les mathématiques, non pas pour vous montrer, pour faire des formules ou quoi que ce soit, mais simplement pour vous montrer que si on utilise les mathématiques, on sera rigoureux. Si on est rigoureux, on va trouver la solution à notre problème. Et je reprends cette formule là-haut, de l'énergie est égale à la satisfaction fois le temps. Eh bien, avec ça, si vous avez compris qu'il n'y a pas d'énergie, c'est donc que E égale 0. Si E égale 0, c'est que soit S, soit T égale 0. Le temps, en général, n'est pas nul. Ça dure pendant pas mal de temps quand on est un peu en dépression. Et donc, il n'y a pas de satisfaction. Si S égale 0, S fois même 2 heures, ça va faire 0 en énergie. Et 0 en énergie, ça veut dire que je vais être découragé, je vais avoir aucune force pour faire quoi que ce soit. En montrant ça, je montre à quel point on peut utiliser les mathématiques. Alors, je l'exprime peut-être mal, je me fais peut-être mal comprendre, mais ça a marché. J'en suis très content, très fier, et je suis ravi que cet élève m'ait posé cette question et ait compris la puissance des mathématiques pour m'aider, nous aider dans le raisonnement que nous faisons pour résoudre un problème. Voilà pourquoi j'appelle l'école des hautes études en psychologie mathématique ou psychologie de la motivation. Ça marche dans les deux cas, mais c'est fantastique. Voilà. Pour revenir, parce que je vous avais promis de revenir sur Noether, le théorème de Noether, qui est donc 1915-1918, mathématicienne, et qui a montré que la symétrie, alors ça c'est en physique, que la symétrie eh bien donnait la conservation de la loi, la conservation du moment, momentum, c'est-à-dire de la quantité de mouvement, et l'énergie, la conservation de l'énergie, qui sont des invariants, c'est-à-dire que c'est des choses qui vous caractérisent et qui sont mathématiquement, qu'on retrouve mathématiquement. Donc, les équations mathématiques nous donnent des indices pour dire, attention, il y a un invariant, si tu le trouves, tu vas comprendre, tu vas sortir une nouvelle loi, et avec la loi, tu vas pouvoir expliquer le problème, mais aussi prévoir ce qui va arriver, et si tu prévois ce qui va arriver, tu vas pouvoir l'éviter. Si on roule trop vite, on risque d'avoir un accident, donc je vais rouler moins vite et j'aurai moins de chances d'avoir un accident. Donc,
ce sera jamais nul, mais ça sera une anticipation de ce qui va arriver. Je sais que telle personne va être désagréable avec moi, eh bien, je pars avec mon plus beau sourire et je vais l'accueillir avec ce sourire. Et en l'accueillant avec ce sourire, eh bien, vous dégonflez de beaucoup les critiques ou les attaques qu'il va avoir contre vous. Alors, une chose très simple, si vous êtes marié, eh bien, vis-à-vis de votre partenaire, arrivez à la maison avec un grand sourire et vous allez voir que votre partenaire va vous sourire. Incroyable. Je m'attendais à ce qu'il me fasse la gueule, etc., parce que j'arrive un peu tard, etc. Si vous arrivez en étant crispé, alors là, mon partenaire va me crier dessus, eh bien c'est sûr, il va vous crier dessus. Si vous arrivez détendu, avec un beau sourire, en vous disant, bah oui, il va peut-être crier sur moi, mais je le comprends, je me mets à sa place, je suis un peu en retard, c'est en partie de ma faute. Non pas être désinvolte vis-à-vis de la faute que vous avez commise, mais être conscient de cette faute et accepter que il y aura une petite période d'adaptation, quelques minutes, mais ces quelques minutes seront très courtes, alors que si vous arrivez crispé, c'est pas quelques minutes, c'est toute la soirée qui va être gâchée, voire le lendemain, et les bouderies, etc. Donc, rentrez avec une anticipation de ce qui peut se passer, et vous verrez que tout ira bien. Si ça peut vous aider, ça serait le mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Je vous remercie également de partager cette chaîne et de l'écouter régulièrement. Merci pour votre attention. Merci.